Bonjour Abel. Bonjour. Alors Sébastien, est-ce que tu peux te présenter brièvement ce que tu fais dans Yep. la vie? Donc Sébastien Moreau, je suis vulgarisateur scientifique. Je suis spécialisé en cognition et en comportement animal. On va faire plus simple, on va dire en intelligence animale globalement. Ça peut couvrir de l'éthologie, donc l'étude de l'animal en sauvage, ça peut être, enfin dans son milieu naturel plutôt, ça peut être des neurosciences, ça peut être de la science cognitive, c'est tout un tas de trucs. On va dire ma spécialité globalement, c'est de lire beaucoup trop de trucs très pénibles et puis essayer de les rendre beaucoup moins pénibles pour les autres personnes. Donc, je suis celui qui souffre. Ça fait beaucoup. Et puis après, je présente ça sous forme de conférences, de livres, de chaînes YouTube, chaîne YouTube Cervelle d'oiseau, où il y a des vidéos sur un peu tous les sujets sur les animaux, comme ça. On peut en trouver sur la catégorisation chez les pigeons, par exemple, où on découvre que les pigeons peuvent différencier un Monet d'un Picasso, ou sont capables de repérer des tumeurs sur des mammographies, ou sont capables de classer des dessins d'enfants en moche ou en beau, de la même manière que le font les humains, ce qui est très perturbant, ou d'apprendre à reconnaître ce que sont des vrais mots et des non-mots en anglais alors qu'ils ne parlent pas anglais. Voilà, il va y avoir ça, il y a des trucs sur les parades amoureuses des épinoches, ça traite vraiment de plein de sujets, il y a des choses sur les relations sociales, sur le fait que, par exemple, il y en a une qui me tient pas mal à cœur sur des travaux sur les chèvres, où on montre que les chèvres aiment apprendre et aiment faire des quiz un peu comme nous, et par moments elles préfèrent faire des quiz pour obtenir une récompense plutôt que de juste obtenir la récompense. Donc il y a beaucoup de facteurs très intéressants comme ça qui montrent que les autres animaux aussi, ils ont une vie qui est extrêmement riche, extrêmement fascinante. Et moi, c'est un peu ce que j'aime montrer, parce que j'aime bien les animaux que les gens n'aiment pas. En fait. Donc, on est pareil, voilà. avec les reptiles. Donc dès que je peux, je vais essayer de travailler sur ces animaux-là. Donc un de mes grands domaines de prédilection, c'est les poissons, par exemple. Et ouais, j'essaie de montrer aux gens que c'est pas juste l'espèce de vermine que tu vois, c'est un individu qui a sa vie, qui a ses potes, qui a ses amis, qui a ses objectifs dans la vie, qui a un boulot, qui a ses jeux vidéo préférés. Voilà. Pas souvent les jeux vidéo, il n'y a que celui sur les chèvres où vraiment j'ai un bon exemple, mais voilà, c'est un peu ce que j'essaie de faire, c'est de redorer le blason de ceux qu'on n'aime pas. On a les mêmes objectifs dans notre atelier reptile, c'est un petit peu l'idée aussi, surtout avec les reptiles. Tu as fait un peu des vidéos sur les reptiles ou pas grand-chose? Est-ce que j'ai des vidéos sur les reptiles? Je voulais en faire un sur les serpents à un moment, mais non, parce que on en avait discuté un peu avant les vidéos. Pour que je puisse faire des choses, vu que moi je travaille avec de la donnée scientifique, il faut qu'il y ait de la donnée scientifique, et sur les reptiles, on n'a pas tant que ça. On en manque beaucoup. Est-ce que je les ai faits? J'en avais 2-3 prévus. Non, je crois que j'en ai aucun en fait. Je crois que j'en ai aucun. J'avais un truc sur la chasse collaborative chez je sais plus quelle espèce de serpent. Mais non, en fait. Celui qui court dans les pierres, enfin qui va vite dans les pierres, il y en a en grand groupe. Ouais, ça, je t'avoue, je m'en souviens plus. Je ne peux pas aller plus loin. Je sais que j'avais un truc prévu dessus. Mais d'autres animaux sur lesquels on a un peu le même problème, par exemple, j'avais essayé de travailler sur les décapodes. J'avais réussi à faire un petit truc sur les crabes, mais tu vois, vraiment, waouh, j'ai trouvé une étude, pas trop. Parce que une étude. Puis tu as aussi, tu vois, c'est YouTube, donc il faut réussir à faire des trucs qui soient un petit peu glamour quand même. Ouais. Même si moi, souvent, je vais faire de la science un peu dure, tu vois, je vais vraiment expliquer les protocoles, des trucs comme ça. Mais faut un peu que ce soit intéressant, parce que si c'est juste tu as des tests de détour, de dire l'animal il est capable d'arrêter de regarder un objet, de contourner un mur, et ça prouve qu'il s'en souvient toujours en y allant. Pour des scientifiques, c'est intéressant. Pour le grand public, il dit ça part un peu évident, quoi. Ça n'est pas tant que ça. Et là, tu nous as présenté une conférence sur les rats, et tu vas bientôt sortir un livre dessus aussi. Moi, j'avais une question par rapport à nous, dans notre pratique de la thériophilie. On élève des reptiles et pour beaucoup, ils se nourrissent de rongeurs, et notamment de rats. Et il y a encore une bonne partie des personnes qui nourrissent encore avec des animaux vivants. Donc, si tu peux un peu nous expliquer en bref ce que tu peux raconter dans cette conférence-là sur la sensibilité des rats, pour un petit peu remettre en question aussi nos manières de faire en tant qu'éleveurs. En fait, les rats, c'est assez particulier comme cas. Donc là, dans la conférence, vu que les rats sont très mal aimés d'une manière générale, j'essaie de faire rentrer directement les gens dans la peau d'un rat. Donc c'est une conférence un peu différente de celle que je fais d'habitude, puisque c'est une conférence dont vous êtes le héros, où on suit une histoire, on incarne une rate pendant l'histoire, il va lui arriver des aventures et c'est le public qui vote sur ce qui va se passer. Donc selon ce que le public vote, on ne va pas voir les mêmes choses. Et donc l'idée, c'est de pouvoir plus facilement entrer dans leur peau, de voir comment ils perçoivent le monde, comment ils réfléchissent. Et donc les rats, la particularité qu'on a, c'est que c'est vraiment des animaux de labo par excellence. Ça veut dire qu'on a beaucoup de données sur les animaux de labo,
On n'en a quasiment aucune sur les animaux domestiques et on n'en a quasiment pas sur les animaux sauvages. Les animaux urbains, pas grand-chose. L'étude la plus complète qu'on ait, à l'heure qu'il est, elle a été faite aux alentours de 1939-40. C'est les travaux de John Calhoun, qui est assez connu pour ses travaux sur les souris aussi, et où il a pris des rats qu'il a mis dans une espèce de grand enclos en semi-liberté, et pendant, je ne sais plus, 3 ans, 4 ans, il les a observés vraiment très régulièrement, et on a 500 pages de données ahurissantes. Et donc, on a un biais sur les animaux de laboratoire qui est très important, et les gens qui travaillent en laboratoire sont souvent focalisés sur un domaine, par exemple sur la façon dont la mémoire va fonctionner, sur la façon dont le langage se développe, la façon dont la mémoire se développe, enfin tout un tas de trucs comme ça, mais les phénomènes de métacognition, enfin l'utilisation d'outils. Et c'est des gens qui sont très pointus dans un domaine, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment de vue d'ensemble sur l'animal et personne n'a le temps de faire de synthèse globale. Donc en réalité, on n'a pas de vision correcte d'ensemble de l'espèce. C'est-à-dire que même les scientifiques les plus pointus sur le domaine n'ont pas une vision vraiment d'ensemble. Il n'y a pas très longtemps, je travaillais pour un documentaire sur les rats, donc j'ai rencontré beaucoup des plus grands scientifiques mondiaux. Et littéralement, régulièrement, quand on discutait, je me rendais compte qu'il y avait plein de travaux qu'ils ne connaissaient pas sur les rats parce que ce n'est pas leur domaine. Leur domaine, ils sont ultra balèzes dessus, mais dès que tu sors, ça devient plus compliqué. Donc, précis, et puis il n'y a pas trop de méta-analyse aussi, de regroupement. Quasiment pas de méta-analyse, très très peu. Et souvent, elles vont être focalisées sur certains aspects très précis. Et donc voilà, moi j'ai décidé de faire ça, justement, de faire cette grande synthèse, et on découvre qu'on a des animaux qui sont d'une complexité, d'une richesse assez incroyable. Notamment, ce sont des modèles principaux dans beaucoup de choses. Par exemple, la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est quoi? C'est être capable de se rejouer ses souvenirs mentalement. C'est-à-dire être capable, par exemple, quand tu dis « Ah bah oui, ce matin j'ai fait ça, et puis après j'ai fait ça, et puis tiens, à midi j'ai mangé ça, et puis j'ai rencontré ma sœur, il s'est passé ça. » C'est ça la mémoire épisodique. Et en fait, les rats ont une mémoire épisodique extrêmement complexe. On commence à avoir des preuves assez solides sur la métacognition. La métacognition, c'est le fait d'être capable d'évaluer tes propres connaissances, de dire tiens, là je peux risquer le coup, là je suis pas sûr de la réponse, je préfère jouer safe à ce moment-là, etc. Et on se rend compte que les rats, dans une certaine mesure, sont capables de faire ça aussi. Et ces deux pans-là, c'est des pans qui sont très liés à la conscience de soi. Donc ça commence à mettre sur la table le fait qu'il y a un niveau de conscience chez les rats qui est peut-être bien supérieur à ce qu'on pensait. À côté de ça, on a aussi des travaux, par exemple, qui vont dans le même sens, mais comme ils ne sont pas dans le même pan de recherche, on ne les lit pas. En addiction, en addictologie, en toxicologie, les rats sont beaucoup expérimentés aussi, notamment sur la drogue. Et on a montré par exemple qu'on peut entraîner des rats, c'est un protocole très classique, à appuyer sur un levier pour indiquer le moment où ils ressentent l'effet d'une drogue. Ce qui prouve bien qu'ils sont capables d'informer sur leur subjectivité. Et pendant longtemps, on a cru qu'on ne pouvait pas accéder à la subjectivité des animaux et que par conséquent, ça ne valait pas la peine de rechercher. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à faire des protocoles où on le fait. Un rat qui appuie sur le truc pour dire « je ressens le médicament », c'est bien qu'il évalue son état interne et qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce rat. À côté de ça, c'est aussi le modèle, un des premiers modèles qui a été fait sur l'étude des émotions chez les animaux. Aujourd'hui, il y a des protocoles qu'on utilise, par exemple chez les animaux d'élevage, chez plein d'espèces, qui sont ce qu'on appelle les protocoles de biais de jugement. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est un peu long, mais en gros, c'est voir le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est si un animal vit des situations positives, il a tendance à développer des biais plutôt optimistes et à se dire « Ah, je vais peut-être tenter le coup ». Si au contraire, il vit des trucs négatifs, il sera plutôt pessimiste et dans des trucs ambigus, il va faire « Ah, je vais plutôt pas y aller ». Et bien, les rats, c'est les premiers animaux chez lesquels on a transposé les expériences humaines. Et aujourd'hui, en fait, les rats, ça fait partie des animaux sur lesquels on comprend le mieux leur fonctionnement émotionnel. Ils ont un fonctionnement émotionnel extrêmement riche. Ils possèdent la contagion émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ressentir ce que ressentent les autres. On a montré qu'ils avaient des neurones miroirs. C'est-à-dire quand un autre rat ressent quelque chose, ils le ressentent aussi dans une certaine mesure. On a montré assez récemment, par exemple, que si un rat apprend à appuyer sur un levier pour recevoir de la nourriture, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Et si subitement, quand il appuie sur le levier, ça envoie une décharge électrique à un autre rat, il va arrêter. Alors, pas tous les rats. Il y a des rats qui sont des gros psychopathes, mais la plupart des rats vont arrêter de s'alimenter pour ne pas blesser un autre rat. Et on a observé aussi qu'ils avaient des vocalisations qui étaient liées aux émotions positives et négatives. Et il y a un chercheur, notamment, qui a beaucoup travaillé sur le rapport entre le rire humain et la vocalisation à 50 kHz chez les rats. Et il s'avère que visiblement, c'est très ressemblant et c'est un des animaux chez lesquels on a un parallèle le plus convaincant du rire humain, c'est chez les rats, justement. Donc voilà, et à côté de ça, c'est une des sociétés au sein d'une colonie, ça fait partie de sociétés animales les plus pacifiques et les plus coopératrices. Les rats cèdent en permanence, ils s'assistent en permanence, ils se laissent voler de la nourriture très facilement pour nourrir les autres. Et ils ont des échanges, on va dire, commerciaux très complexes. C'est-à-dire, par exemple, si un rat a donné de la nourriture à un autre, l'autre va s'en souvenir, va lui rendre de la nourriture plus tard, mais si jamais il lui a donné une nourriture qu'il aimait moins, il va lui redonner moins de nourriture, mais s'il lui a donné une nourriture préférée, il lui donnera plus de nourriture, mais ils peuvent aussi échanger des services. On a montré que, par exemple, ils peuvent échanger de la nourriture pour du toilettage, et que la nourriture et le toilettage, ça n'a pas la même valeur, donc ils échangent dans des devises différentes. Le truc est fou.
Donc ouais, on a plein de choses comme ça qui sont assez... tout ce qu'on découvre sur les rats est vraiment... c'est très impressionnant. Ça quand même re-questionne un petit peu la sensibilité qu'on pensait leur attribuer et même plein de propres de l'homme. Enfin, le rire, des choses qu'on a longtemps pensé comme étant un propre de l'homme, c'est vraiment déconstruit par les avancées éthologiques. Et du coup, en sachant ça, je pense que ça peut re-questionner aussi nos manières de faire. Nous, on est beaucoup en train de réfléchir à ça à l'association, sur comment on nourrit nos animaux, etc. Parce que on est obligé en fait d'utiliser ces animaux-là. C'est forcément les proies. Et donc, est-ce que tu as un peu des pistes de réflexion sur comment on pourrait améliorer la condition de ces animaux-là en élevage et comment pouvoir nourrir nos serpents notamment sans forcément avoir à utiliser des méthodes de mise à mort horribles, donner vivant à manger aux serpents évidemment, qui est compliqué, qui est même dangereux pour les serpents aussi. Et on parlait tout à l'heure un peu d'asphyxie et tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement pratiquées dans les élevages et qui aussi ont un gros impact sur les rats. Alors pour être totalement honnête, je ne connais pas du tout le cas des animaleries dans ces cas-là. Donc je peux difficilement répondre à cette question parce que je connais assez peu le cas. Je connais le cas, je sais comment ça se passe dans les labos, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe dans ces animaleries. Mais je sais déjà que dans les labos, rien que les hébergements sont déjà pas adaptés aux animaux. Ouais. Donc, dans les élevages, j'imagine que c'est pareil, peut-être pire. Les mises à mort, je ne connais pas exactement les méthodes, mais si c'est de l'asphyxie, on sait que c'est à peu près tous les animaux testés, c'est la pire méthode d'abattage. Même chez les poissons, ça a été démontré que c'est... Pourquoi je dis même chez les poissons? Genre les poissons, c'est moins bien. Je vais retirer immédiatement ce que je viens de dire. Chez les poissons également, qui ont un... En fait, je disais même chez les poissons, parce que les poissons étant des animaux aquatiques, leur rapport à l'oxygène n'est pas le même. Oui. Donc on peut penser que ça peut être plus rapide, en fait, non, c'est aussi... Non, c'est plus long. Chez beaucoup d'espèces, c'est plus long. Chez les truites, tout ça, ça peut prendre en heures. Et... ouais, donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'en vrai, je ne sais pas comment se situe le truc. Mais peut-être quelque chose qui peut convaincre les gens, c'est de... Est-ce que je conseille d'avoir des rats domestiques? Je ne sais pas. Je ne vais pas faire ce conseil, mais de fréquenter des gens peut-être qui ont des rats domestiques parce que tous les gens que je connais qui ont eu des rats domestiques, s'ils sont attachés avec une telle force, ça a l'air, moi j'en ai pas, mais ça a l'air d'être vraiment des animaux extrêmement attachants. Et rien que ça, déjà, ça doit bien te refroidir. Parce que même les neuroscientifiques que je connais qui travaillaient sur les rats et qui ont adopté des rats domestiques, des fois d'ailleurs, ils les ont récupérés du labo pour ne pas avoir à les tuer, pour pouvoir leur offrir une retraite. Et la plupart, en fait, arrêtent de travailler sur les rats derrière parce que c'est trop dur, en fait, quand tu les connais dans la vraie vie et que tu te rends compte à quel point c'est des animaux hyper éveillés, tu vois, ils sont tout le temps à chercher le contact humain. C'est des animaux qui sont très friands du contact humain. Ça change la donne. Après, ouais, encore une fois, sur les animaleries, je ne connais pas assez le cas. Donc, et je me sentirais assez mal de conseiller des méthodes de mise à mort là où je préférais qu'on mette personne à mort. On est d'accord. On est d'accord. Et je pense que se raccrocher au sensible et voir vraiment ce que c'est un rat, soit en ayant, mais sinon même en discutant avec des gens ou juste sur les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant on a à disposition beaucoup de vidéos et en fait juste de voir les rats conduire des voitures ou juste jouer avec des gens, etc. Enfin, ça donne quand même une autre image qu'on peut avoir du rat et ça peut un peu changer notre vision et notre rapport à cet animal qui est quand même un animal hyper intéressant. Un des espoirs peut-être, même si c'est un cas qui est compliqué et que je ne maîtrise pas suffisamment, mais peut-être qu'on peut espérer avoir de la viande de synthèse à un moment qui permettra d'arrêter ça en fait et d'avoir de la viande cultivée et voilà. Le problème se règle comme ça. Oui, c'est encore la science qui a des progrès à faire ce domaine-là. Ouais, mais ça a l'air bien progresser. Et pour conclure, peut-être nous parler un petit peu de ton livre qui va bientôt sortir pour aller plus loin sur ce sujet. Eh bien, en juin, il y a Scélérat qui va sortir aux éditions Comics Initiative avec Jocelyn Billard au dessin et au fait de me supporter, ce qui est aussi important que le dessin. Donc Scélérat, ça va être un gros livre qui est une bande dessinée de synthèse sur à peu près tout ce qu'on connaît sur les rats. Alors pas tout, parce que ma bibliographie initiale faisait 1200 études et j'avais pas tout. Et il aurait fallu faire peut-être 5 ou 6 bouquins si j'avais voulu vraiment tout couvrir, surtout en format BD qui prend plus de place. Mais donc là, c'est, on va dire, probablement la plus grande synthèse qui existe à l'heure actuelle, transversale sur les rats. Même dans le monde universitaire, je pense qu'il n'y en a pas d'équivalent. Et elle contient à peu près 600, c'est pas à peu près, elle contient 641 études en bibliographie. Et dedans, on va couvrir énormément de choses, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils construisent leur nid, comment est-ce qu'on organise des terriers, mais aussi toutes ces questions de mémoire épisodique, de métacognition, d'outils, de voitures, on en parle. Et il y a vraiment plein de facteurs, les études sur les émotions. Et je reprends vraiment sur certains sujets
comment on a découvert ces choses-là. C'est-à-dire que c'est autant quelque chose pour découvrir les rats que pour découvrir la science. Découvrir comment est-ce qu'on fait de la recherche, comment est-ce qu'on découvre ces choses-là. Et dedans, je parle aussi de faits historiques, comment les rats sont arrivés aux États-Unis, parce que manifestement, c'est la France qui les a amenés. Tout un tas de choses comme ça. Je raconte l'histoire du temple des rats au Rajasthan en Inde. Voilà. Donc il y a beaucoup de science, il y a un peu d'histoire aussi, et le tout est présenté avec le plus possible d'humour, le plus possible de clins d'œil. Moi, je suis un gros fan de mèmes, et Jocelyn aussi, donc il y a vraiment des mèmes de partout. Et puis voilà, plein de références un peu pop culture pour que ce soit facile à lire, que ce soit agréable. Donc c'est un livre qui est accessible vraiment à tout le monde. Il est fait grand public, adulte, pas enfant, mais il est vraiment accessible grand public, gens qui n'y connaissent rien, gens qui aiment la science, et ça peut aller vraiment, je pense que tous les gens qui sont en master, en licence master, voire doctorat, ça peut même leur servir, parce que il y a des moments où j'ai repris vraiment tout l'état de l'art actuel, d'où ça vient, où on en est. Donc ça permet de faire un petit résumé. Voilà. C'est trop génial, hâte de lire ça. Et c'est un gros travail, et c'est génial aussi d'avoir ça en BD et d'avoir l'accessibilité de ces informations-là. Donc merci beaucoup pour ce gros travail. Merci pour l'interview. Et puis on se reverra peut-être sur un projet sur les reptiles. Et financer des études, on s'est trouver quelqu'un qui finance des études. Quand il y aura de la donnée, je pourrais venir en parler. Non mais on va essayer. Et puis nous on travaille avec la Société herpétologique de France qui travaille aussi beaucoup sur des données scientifiques. Il y a François Cercollet dedans. Oui, Françoise, oui. Et plein d'autres super herpétologues. Donc c'est aussi des choses qu'on essaie de faire avancer la science là-dessus. Et nous on sensibilise aussi, et on a cette même vocation de partager, de faire de la pédagogie et de rendre ces choses-là accessibles aussi, et sur des animaux qu'on n'aime pas et qui sont pourtant super intéressants, et les rats en sont un exemple aussi. Et merci beaucoup.